François Baudin. Bonjour Nicolas. Ce matin, nous revenons sur l'arrivée du patrouilleur outre-mer Auguste Bénébic. Vous recevez le chef d'état-major de la marine. Oui, l'amiral Pierre Vendier est avec nous. Bonjour amiral. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un emploi du temps très court. Vous restez à peine 2 jours en Nouvelle-Calédonie, mais vous teniez à marquer votre présence pour l'arrivée de ce patrouilleur outre-mer, ce nouveau patrouilleur outre-mer Auguste Bénébic. En quoi c'est important l'arrivée d'un nouveau bateau dans un territoire ? D'abord, c'est très émouvant de voir un nouveau moyen. C'est un bateau qui va être attaché pendant 30 ans au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, en fait, c'est le premier de série des 6 patrouilleurs d'outre-mer qui vont permettre de réarmer nos territoires en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion. Et donc, c'est vraiment la concrétisation des efforts de la loi de programmation militaire 2019-2024 qui va se réaliser entre maintenant et la fin 25. C'est du renouvellement de matériel qui est nécessaire et qui est récurrent décennie après décennie ? Alors un bateau, en fait, ça a une durée de vie de 30 à 40 ans. Là, les patrouilleurs P400 étaient arrivés vraiment au bout de course. Et donc le programme des POM, des patrouilleurs outre-mer, venait les remplacer. Il a pris du temps parce que, en fait, les crédits des lois de programmation précédentes dans les années 2010-2015 n'étaient pas là. Et donc on a aujourd'hui un très très beau bateau qui a des capacités qui sont à peu près 1,5 fois à 2 fois supérieures par rapport au bateau qui remplace. Donc une nouvelle génération, des bateaux avec des capacités supérieures, mais des missions qui resteront a priori les mêmes ? Alors oui, mais le contexte évolue, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des bateaux qui sont plus puissants, qui vont plus loin, donc avec un rayon d'action bien supérieur. Ce sont des bateaux qui sont équipés de drones, ce qui n'était pas le cas du P400, donc ils vont pouvoir regarder au-delà de l'horizon. Ils sont équipés de moyens satellites de communication, là aussi pour recevoir du renseignement. Et donc l'efficacité des patrouilles qu'ils vont pouvoir mener sera très supérieure à ce que nous faisions auparavant. Oui, alors vous avez dit il y a 6 patrouilleurs outre-mer qui vont être affectés aux outre-mer, dont 2 à la Nouvelle-Calédonie. Le premier est arrivé, le deuxième, le Jean Tranap, est prévu pour arriver quand ? En 2025. En 2025. Oui, c'est ça, 2025. Donc vous reviendrez en Calédonie pour accueillir le Jean Tranap. Alors, on l'a entendu dans les informations ce matin, le nom de ces bateaux a été donné à des compagnons de la Libération. Ça suscite beaucoup d'émotions, d'adhésion aussi de la population. C'est une dimension très importante pour la marine. Oui, alors en fait, quand on lance une nouvelle série de bateaux, on a le choix, enfin nous proposons au ministre de les nommer. Donc c'est une liberté totale. Soit on va chercher des bateaux qui ont déjà existé, donc c'est dans le patrimoine historique de la marine, soit on choisit quelque chose de nouveau. En l'occurrence, pour les patrouilleurs outre-mer, nous avons choisi d'honorer les compagnons de la Libération pour marquer l'attachement de ces territoires à la France et puis célébrer les héros de ces territoires qui ont combattu pour défendre nos valeurs, pour défendre le territoire. Alors vous avez évoqué les missions de ces patrouilleurs outre-mer et notamment de l'Auguste Bénébic et leur, on va dire leur capacité technique. Est-ce que les missions vont changer ? C'est essentiellement la surveillance de la zone économique maritime. Est-ce que c'est aussi éventuellement un bâtiment qui peut porter secours à des pays ou territoires voisins en cas de catastrophe naturelle ? Alors en fait, ça a 3 types de missions de ce type de patrouilleurs. Les premières, c'est des missions de service public, donc de sauvetage quand ils sont en mer, d'assistance. Ensuite, ce sont des missions de surveillance de la zone économique exclusive. Donc celle de la Nouvelle-Calédonie représente 15% de la zone économique exclusive française. Et donc il s'agit d'être présent. Donc c'est ce qu'on appelle la défense maritime du territoire. Il s'agit de surveiller les trafics, les pollutions, et puis la pêche, parce que vous savez qu'aujourd'hui la pression sur les ressources halieutiques est considérable. Et donc la surveillance de nos zones est fondamentale pour éviter qu'elles fassent l'objet de pillage. Et donc on utilise la combinaison des moyens de surveillance spatiaux pour orienter nos patrouilleurs dans les zones où on pense que des activités de pêche illicite pourraient se dérouler. Et puis, dernier volet, c'est la coopération régionale. Donc, vous l'évoquiez, on va soit former nos voisins, soit les aider quand ils sont dans la peine et la douleur, comme c'était le cas au Vanuatu il n'y a pas très longtemps. Et donc, nous avons un BSAOM, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le d'Entrecasteaux, qui est parti au Vanuatu récemment. Mais donc, le Bénébic peut également participer à de l'assistance. Alors on va parler de la coopération régionale et de votre déplacement, puisque ce soir vous partez pour l'Australie dans un petit instant, mais revenons sur le renouvellement du matériel, parce qu'il y a ces 2 bateaux qui vont arriver, mais il y a un autre programme qui est en cours pour les moyens aériens, cette fois-ci, c'est le programme Albatros. Il va y avoir encore du changement en Calédonie sur les moyens aériens dans les années qui viennent. Voilà, alors on a donc la loi de programmation militaire a permis de lancer le programme Albatros. Donc c'est un programme d'avions de surveillance de type Falcon 2000, construit par Dassault. Le premier avion est en construction à Mérignac et on va procéder au renouvellement des moyens qui sont en Nouvelle-Calédonie par tiroir, par jeu de remplacement. Donc les Falcon 200 qui sont actuellement outre-mer vont être progressivement remplacés par les Falcon 50
venus de métropole, le temps qu'on étrenne les premiers albatros en métropole. Et en fin de décennie, on commencera à voir arriver les premiers albatros en Nouvelle-Calédonie. Cette programmation militaire est très importante. On sait qu'elle est issue d'une loi qui est adoptée tous les 5 ans, hein, je crois, qui permet d'avoir de la visibilité. Mais ce renouvellement du matériel est essentiel pour la marine ? Alors c'est effectivement très important parce que beaucoup de nos matériels avaient été acquis au début du siècle, dans les années 2000, et donc arrivent aujourd'hui en fin de vie, n'est plus entretenable à des coûts maîtrisés. Et donc les lois de programmation militaire lancées par le président depuis 2019 jusqu'en 2024, et puis la prochaine qui sera discutée au Parlement en mois de juin, vont permettre d'assurer la pérennité de l'effort. Alors c'est dans le périmètre de cette loi de programmation que le ministre de l'armée, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé la construction d'un nouveau porte-avions. On sait que ça prend du temps de construire un porte-avions. Il faut au moins une dizaine d'années avant qu'il soit opérationnel. On est dans la même logique ? Voilà, c'est pareil, c'est-à-dire que le Charles de Gaulle, en fait, a commencé sa construction dans les années 90, a commencé sa vie opérationnelle dans les années 2000, en 2001, et sa fin de vie, notamment sa cuve de son réacteur nucléaire, est prévue durer jusqu'en 2037-38. Et donc, compte tenu de la durée d'un programme d'armement pour construire un porte-avions, c'est maintenant qu'il faut décider le successeur. Parce qu'il y a une question de formation aussi, et des équipages et des techniciens. Voilà, alors la France n'a qu'un seul porte-avions depuis 2000, depuis le désarmement du Foch. Et donc, il y a un jeu de transfert des compétences entre le Charles de Gaulle et son successeur qui est particulièrement complexe et qui nécessite d'y penser dès maintenant. Alors, je le disais, Amiral Vandier, à l'issue de votre séjour en Nouvelle-Calédonie, vous vous envolez pour Canberra. Évidemment, c'est tout sauf un voyage anodin quand on sait le contexte des relations entre la France et l'Australie depuis ce qu'on a appelé l'affaire des sous-marins. Où est-ce qu'on en est sur cette affaire ? Est-ce qu'il y a encore des développements à en attendre ? Et est-ce que les relations, notamment de coopération militaire avec l'Australie, ont été mises à mal ou elles vont bien aujourd'hui ? Alors, passé la stupeur et les tremblements de la découverte du programme anglo-saxon, les relations sont en passe de se normaliser. Donc, sur le plan contractuel, bien le contrat qui liait le gouvernement australien avec Naval Group a été stoppé. Et donc, sur le plan juridique, cette affaire-là est derrière nous. Sur le plan militaire, l'Australie est un acteur majeur de la zone Pacifique Sud. Et donc, il était important pour nous de continuer à avoir des relations structurées avec ce pays, qui compte sur le plan militaire, notamment par ses accords régionaux. Et puis, sur le plan de la maîtrise de l'environnement, nous avons une mission commune de ravitaillement de l'Antarctique via Hobart, où le patrouilleur des terres australes Astrolabe vient régulièrement ravitailler en Australie avant d'aller en Antarctique. Il y a aussi des questions plus stratégiques. Évidemment, on sait que l'axe Indo-Pacifique fait l'objet de beaucoup d'attention aujourd'hui. On sait que la Chine provoque beaucoup d'inquiétudes. C'est aussi une dimension stratégique, pas ce rapprochement, mais en tout cas cette proximité avec l'Australie. Le réarmement militaire et particulièrement naval de la zone est absolument considérable. Pour vous donner un chiffre, la Chine a mis à l'eau cette année, en 2022, l'équivalent de la moitié du tonnage de la flotte française. Donc c'est un réarmement extrêmement rapide qui provoque beaucoup d'inquiétudes chez les pays de la zone, que ce soit l'Indonésie, le Japon, le Vietnam, enfin tous les pays qui sont proches de la Chine s'interrogent beaucoup sur la signification de ce réarmement. Et évidemment, même des pays qui sont un peu loin mais qui ont une position géographique stratégique, comme l'Australie, s'inquiètent. Et le contrat de sous-marin qu'ils ont signé avec les États-Unis et la Grande-Bretagne rentre dans ce cadre d'une très, très vive inquiétude sur l'avenir de la sécurité dans la zone. Donc c'est forcément des sujets que vous évoquerez avec vos homologues australiens. Alors moi je ne vais pas parler de sous-marins parce que je n'aime pas vendre du matériel, mais effectivement les coopérations militaires sont importantes. Elles ne sont pas uniquement celles de la marine. L'armée de l'air participe régulièrement à des vols et des grands exercices avec l'Australie, l'armée de terre également. Et donc cette relation manifeste la présence de la France. La France a dans l'Indo-Pacifique une volonté de manifestation de la souveraineté et c'est la raison pour laquelle je reviens à la Nouvelle-Calédonie. Ma présence pour l'arrivée du Benebig avait cette signification, et puis cette volonté en fait d'être dans le dialogue, la co-construction et de pouvoir à plusieurs en fait assurer la stabilité de la zone. Alors Amiral Vandier, il y a une autre région du monde qui provoque beaucoup d'inquiétudes, c'est évidemment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec une question que beaucoup de personnes se posent, de savoir si ce conflit pourrait dégénérer, voire en conflit nucléaire, parce qu'on sait qu'il y a eu des déclarations en ce sens. Vous êtes l'auteur d'un livre en 2018 qui s'intitule « La dissuasion au troisième âge nucléaire ». Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien aujourd'hui. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ce risque d'extension, voire d'embrasement du conflit ?
Alors, la dissuasion nucléaire, en fait, c'est un concept, c'est presque une religion, on pourrait dire, parce qu'il faut y croire. Et force est de constater que les deux parties, que ce soit les Russes ou les Occidentaux, y croient. Et les déclarations de M. Poutine au début du conflit, ce qu'on appelle de la sanctuarisation agressive, puisque dès qu'il a commencé à intervenir en Ukraine, il a menacé de riposte nucléaire ceux qui viendraient interférer avec sa manœuvre. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire que le conflit en Ukraine est déjà un conflit nucléaire au sens de la dissuasion. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des armes nucléaires des deux bords, d'un côté de l'OTAN avec l'article 5 et du côté russe avec les déclarations de M. Poutine, a un effet très limitant sur l'extension du conflit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opération en dehors de l'Ukraine, ce qui est plutôt satisfaisant. Donc on pourrait espérer que ça dure un certain temps. On va dire le nucléaire, dans son concept de dissuasion, est un facteur très limitant du degré de violence d'un conflit qui n'a pas encore dégénéré, et c'est heureux. Alors je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas vous dire si ça va durer longtemps, mais on peut l'espérer. Et on peut espérer que au cours de l'été, dans les prochains mois, on trouve des voies pour mettre fin à ce conflit terrible. Au regard de ce que vous venez de nous dire et de ce qu'on sait de l'état du monde, cet équilibre des forces armées est quelque chose de très important. C'est quelque chose que tous les pays surveillent pour savoir où en sont les autres et s'adapter aux capacités des autres. En fait, on est rentré dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle géopolitique où la sécurité qui reposait sur le droit, sur les traités internationaux, sur l'action de l'ONU, aujourd'hui est très amoindrie, très affaiblie. Tous les traités de sécurité européenne ont été dénoncés les uns après les autres. Et donc, effectivement, une fois qu'on n'a plus le droit, on regarde de quoi s'arment les voisins. Et donc, on est rentré dans une période très volatile où la confiance dans les différents acteurs passe par les faits plus que par la parole. Amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la Marine, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne fin de séjour en Calédonie, puis bon voyage en Australie. Merci beaucoup.